En kayak de Tunis à Bruxelles pour dénoncer le drame des migrants en Méditerranée, Alexandre Georges se bat pour eux depuis près de 10 ans. Il est l'invité du Grand Angle. J'attendais la virgule. Voilà, pour vous accueillir en musique. Bonsoir Alexandre Georges. Bonsoir. Alors vous êtes franco-canadien, vous étiez employé des postes au Canada, puis un jour vous avez décidé de tout quitter, on peut dire, de vivre en Europe, en Italie. Quelques années plus tard, vous vous êtes lancé dans cette aventure en kayak entre la Tunisie et Bruxelles. Racontez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé de consacrer votre vie, on peut le dire, à cette cause des migrants clandestins. J'en avais un petit peu assez de cette société consumériste et égoïste que j'avais connue en Amérique du Nord. Et je me suis dit, bon, je vais me rapprocher des vraies valeurs que j'avais connues en tant que fils de la République française, liberté, égalité, fraternité. Mais ce n'est pas en France que j'ai débarqué, c'est en Italie, parce que j'avais une copine italienne à l'époque. Et j'ai débarqué où en Italie à ce moment-là? C'était à Milan. D'accord. Mais pendant que mon ami travaillait avec moi, je passais des vacances en Italie, je voyais les informations. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était de voir les corps de subsahariens, donc des gens de couleur. On voit d'ailleurs des images de ces corps qui venaient mourir, enfin, sur les plages italiennes. Et déjà en 2005, quand j'ai débarqué, si on peut dire, en Italie, c'était déjà le cas. Hein, et ça m'a beaucoup marqué. Je dis, comment ça se fait que nous, avec nos valeurs européennes, on laisse des drames comme ça se produire? Et puis après quelques mois, vous vous retrouvez sur l'île de Lampedusa, et c'est là que va se faire le déclic véritablement? Non, le déclic a eu lieu en France. J'ai essayé de mûrir un petit peu l'idée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un citoyen tout seul peut faire pour essayer de au moins attirer l'attention sur ce drame? Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup en France, et on en parlait quand même un peu en Italie. Et j'ai eu l'idée donc d'acheter un kayak, je ne connaissais rien au kayak, et de faire le tour de l'île de Lampedusa pour dénoncer les refoulements massifs que le gouvernement de Berlusconi perpétrait à l'époque contre les réfugiés qui arrivaient donc sur les côtes italiennes. Donc Lampedusa, il faut rappeler que c'est une petite île au large de la Tunisie, en fait, plus proche de la Tunisie en fait que de la Sicile, et qui est une île italienne et qui est en fait la porte d'entrée de ces migrants la plupart du temps. Ça peut être aussi en Grèce, ça peut être à Malte, mais souvent à Lampedusa, parce qu'à partir du moment où ils mettent le pied sur l'île de Lampedusa, ils sont en territoire européen. Et voilà. Alors, vous décidez donc ce périple, cette remontée entre la Tunisie et Bruxelles, un voyage qui va durer plusieurs années, je pense. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous avez quitté la Tunisie, on vous voit là à bord de votre kayak. Oui, là, c'était entre la portion entre la Tunisie et l'île de Lampedusa. Voilà. Effectivement. Donc, mais ça a duré plusieurs années parce qu'au début, j'avais une équipe de bénévoles et puis bon, chacun a sa petite vie et puis ils m'ont lâché au fur et à mesure. Je leur en veux pas, bien au contraire. Ça a permis de faire un travail beaucoup plus profond au niveau de la sensibilisation et c'est la raison pour laquelle ça a duré. Vous avez été blessé, je crois, pendant quelques mois. Vous avez eu un accident? Ah oui, en 2012, j'ai failli mourir dans une tempête et puis 5 jours avant d'arriver à Bruxelles, j'ai failli me noyer dans une écluse en Belgique. Alors maintenant qu'on a parlé de votre périple, de votre aventure, on va voir le sort de ces migrants, on va reparler avec vous tout de suite après. Je rappelle 3 chiffres simplement: 11 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début du mois d'avril, 170 000 en Italie en 2014, 950 morts en Méditerranée depuis le début de cette année 2015, donc 950 morts en quelques mois. Ces réfugiés qui viennent principalement des pays d'Afrique subsaharienne, ils embarquent en Libye le plus souvent, où l'anarchie a favorisé la prolifération des passeurs. La situation là-bas sur place est catastrophique. Les commentaires d'Amandine Sellier. Venu de Libye, il débarquait jeudi dans le port d'Augusta en Sicile. Dans cet hôtel, le bien nommé Oasis Don Bosco, ces 112 migrants originaires d'Afrique subsaharienne vont être accueillis le temps de clarifier leur situation. Pour 29 € par personne par jour, le propriétaire a accepté de transformer son établissement en centre de première urgence. En Italie, nous ne sommes pas prêts pour accueillir des gens de façon organisée. Donc nous sommes en permanence en train de chercher de nouveaux sites, de nouvelles entreprises, des transports, de la nourriture, de l'eau. Mais avec les 11 000 migrants arrivés sur les côtes italiennes ces 6 derniers jours, les organisations humanitaires, comme celle qui gère ce centre d'accueil dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, s'alarment. Les centres d'accueil du Piémont, et c'est la même chose au niveau national, sont presque tous pleins. Ces nouvelles arrivées que nous enregistrons depuis Pâques sont en train de tester les limites du système. Jeudi, le gouvernement italien a demandé au préfet de réquisitionner hôtels, écoles, casernes. Un appel qui a provoqué la fureur de la Ligue du Nord et de Forza Italia en campagne pour les élections régionales de mai. Les partis anti-immigration accusent Matteo Renzi d'encourager les migrants et appellent les collectivités à refuser les réquisitions. Les structures de demandeurs d'asile du pays accueillent déjà 80 000 personnes.
C'est très difficile de trouver de nouvelles structures parce qu'elles doivent respecter certains critères en termes d'hygiène et de santé. Et parce que cette année, l'état d'urgence n'a toujours pas été déclaré. À chaque fois qu'il faut ouvrir une nouvelle structure, aucune communauté n'en veut sur son territoire. Alors, tous les regards se tournent à nouveau vers l'Europe. Désengagée de l'opération Mare Nostrum, elle ne verse plus que 3 millions d'euros par mois à l'Italie pour la soutenir dans l'opération Triton qui lui a succédé. Une somme dérisoire au regard de l'effort porté par l'Italie. Alors là, on a vu dans ces images une situation où les réfugiés sont quand même relativement bien traités. Vous avez vu des choses bien pires en Italie, en France aussi, et à Lampedusa en particulier. Oui, c'était en 2011, lors des arrivées donc des réfugiés après le printemps arabe. Et le gouvernement italien à l'époque, c'était toujours la Ligue du Nord qui avait un gouvernement de coalition avec le gouvernement de Berlusconi, avait laissé vraiment près de 6500 personnes sur l'île, laissées à elles-mêmes avec les Lampédusiens. C'était aussi le moment de la chute, au moment de la chute de Kadhafi, dans les mois qui ont précédé sa chute, fin 2010, début 2011, il a laissé partir des milliers de réfugiés justement pour faire pression sur l'Occident, et ça n'a pas servi pour lui, mais en tout cas ça a posé beaucoup de problèmes en Italie. Oui, ils sont arrivés dans un deuxième temps après les Tunisiens, effectivement, en 2011. Alors vous arrivez donc en kayak à Bruxelles, au pied pratiquement du Parlement européen. À la porte du Parlement européen. Comment vous avez été, donc vous avez remonté le Rhône et puis tous les fleuves, on ne va pas les citer tous, mais finalement le canal entre Charleroi et Bruxelles, enfin vous arrivez en kayak à Bruxelles, parce qu'on pourrait se poser la question comment il est arrivé en kayak à Bruxelles, mais c'est par le canal entre Charleroi et Bruxelles. Comment vous avez été reçu par les députés européens? Alors bon, au début, des bonnes tapes dans le dos, et puis c'est bien ce que vous faites, continuez. C'est bon, je m'y attendais un petit peu. Ils m'ont pris un petit peu pour un uluberlu qui voulait peut-être essayer de faire parler de lui, je sais pas, enfin ça c'est eux qui voient. Et maintenant, bon, ça commence à faire son petit chemin. Les assistants parlementaires, quand je les appelle, ils se souviennent, ah oui, c'est vous, un petit peu comme, bon, vous êtes encore là. Ça fait 7 mois maintenant que je suis au Parlement européen, j'essaie d'y aller toutes les semaines. C'est pas facile parce que bon, je suis pas berger à Bruxelles, je suis berger à Anvers, donc il faut venir à Bruxelles. Mais maintenant, ça commence à faire son chemin et il y a une certaine crédibilité qui s'installe. Pas complètement. Certains s'attendent même à ce que je parte à un moment donné, hein, parce que les fonds, à un moment donné, ça commence à s'amenuiser. Oui, parce qu'il faut bien vivre pendant ce temps. Et oui, exactement. Mais je suis encore là. Je suis encore là et donc je leur téléphone régulièrement. Je viens cette semaine d'avoir l'appui d'un autre eurodéputé espagnol, donc pour une coalition que j'essaie de mettre sur pied. Alors justement, vous faites, comme on dit en mauvais français, du lobbying, vous essayez de faire pression pour que ça bouge. Quelles seraient selon vous les décisions à prendre, les solutions à mettre en place pour éviter la répétition de ces catastrophes humanitaires? Alors, les réponses ne sont pas simples, mais il y a une réponse sur laquelle j'aimerais venir et qui serait, elle, simple. Si ça bloque actuellement, ce n'est pas la faute des eurodéputés, ils se démènent comme des diables dans l'eau bénite depuis des années, je parle de ceux qui s'occupent d'immigration, pour pouvoir changer le système. C'est toujours une question d'argent et de politique. Et là, quand on parle de politique, on s'adresse surtout aux membres du Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État. C'est là où ça bloque. Maintenant, je vois bien en parlant avec les eurodéputés qu'une grande partie sont d'accord et disent oui, mais c'est comme vous et moi, hein, comme citoyens, ils ne sont pas d'accord de voir des gens encore. Cette semaine, 400 personnes ont coulé au large de la Calabre. Donc ce qu'ils demandent, eux, effectivement, c'est que les choses bougent, mais ils ont peur de leur ligne de parti, et puis de leur chef de parti, et puis... Donc maintenant, il faut s'adresser carrément au Conseil européen pour que les choses changent. Oui, mais s'adresser au Conseil européen, ça veut dire s'adresser aux pays, aux nations qui composent l'Union européenne. Ça veut dire que finalement, les migrants qui meurent en Méditerranée, ils sont victimes de l'égoïsme des États de l'Union européenne. Chacun se renvoie la balle en disant vas-y, occupe-toi-en. Oui, et puis cet égoïsme, c'est pas juste les chefs d'État, ils sont nos représentants. Ça vient aussi de nous par nos votes. Hein. Donc il faut changer cette mentalité, et puis il faut arrêter de dire il faut le faire. Donc maintenant, ce qu'on essaie de faire au Parlement européen, c'est de mettre sur pied une coalition de gens, d'eurodéputés, donc de politiques, de gens de la société civile, et d'ailleurs j'appelle, s'il y a des associations qui veulent rejoindre la coalition, elles sont les bienvenues, et également du monde religieux. Vous avez une adresse internet où on peut... Oui, sur Facebook, ça s'appelle Kayak pour le droit à la vie. D'ailleurs, c'est une association que vous avez créée, Kayak pour le droit à la vie. C'est pas une association, c'est un mouvement citoyen parce que je veux être indépendant. D'accord. Et donc là si on tape Kayak pour le droit à la vie, sur Facebook, oui. Sur Facebook, on peut vous retrouver, on peut trouver facilement les moyens de rentrer en contact avec vous pour vous aider. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a quelques temps, j'ai rencontré le nonce apostolique du pape, qui m'a reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Il est tout à fait d'accord pour envoyer le dossier au Vatican, parce que
l'Église, bien sûr, a dit qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres, mais maintenant il faut montrer par des actes qu'effectivement on peut s'aimer les uns les autres d'une certaine façon sans entrer dans la religion. Alors, vous n'êtes pas un responsable politique, mais comment on fait pour arrêter cette marée humaine? On a l'impression qu'on est au début d'un phénomène. Il y a de plus en plus de migrants qui arrivent. Est-ce qu'on doit agir aussi dans les pays d'origine? Certainement. Ouais. L'idéal, ça serait effectivement qu'on amène sur la table des négociations du Conseil européen, comme on l'a fait dernièrement avec l'Iran, vous savez, pour le nucléaire, Ouais. voilà, qu'il y ait une réunion des chefs d'État et qu'on dise maintenant on va réformer les lois actuelles de l'immigration et on va essayer de trouver une solution commune pour gérer cette immigration chez nous. Je dis bien gérer, ça veut dire ne pas recevoir n'importe qui, mais en même temps ça veut dire appliquer les lois qu'on a signées nous en tant qu'Européens, c'est-à-dire notamment la Convention de Genève de 1951 qui donne la possibilité à n'importe quel réfugié de demander asile chez nous. Alors soit on respecte les lois, soit à ce moment-là on les change. Mais pour ça, de toute façon, il faut que l'Europe se réunisse, les chefs d'État se réunissent et qu'on en discute. Et décide de voter des budgets, parce qu'il faut de l'argent. Bien sûr. Ouais. Alexandre Georges, votre combat n'est pas terminé. Pas question de retourner dans un bureau de poste, j'imagine. Non, effectivement. Vous allez vous battre jusqu'au bout. Oui, mais c'est votre vie aujourd'hui. je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Pour l'instant, c'est ma vie. Ouais. Mais j'aimerais lancer un appel. Aux chefs d'État européens. De la fin. Et oui, effectivement. Et j'aimerais dire par exemple à M. Hollande, puisque c'est notre président et on l'a élu pour ça, que le matin quand il se rase ou qu'il prend son petit déjeuner et qu'il lit la presse et qu'il voit ces désastres maritimes, qu'il pense qu'il a le pouvoir, lui, de changer quelque chose, comme a essayé de le faire M. Jean-Marc Ayrault, son Premier ministre, son ancien Premier ministre, qui avait demandé effectivement qu'une réunion des chefs d'État se réunisse de façon extraordinaire après le naufrage du 3 octobre 2013 déjà. C'était déjà en 2013. Merci, j'espère que cet appel sera entendu. Merci Alexandre Georges d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.